mets du bissap dans mon verre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Chris, votre host de podcast préféré. J'espère que tout se passe bien pour vous. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour l'épisode précédent. Vraiment, merci à vous. Merci pour vos partages, merci pour vos likes. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est très important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur YouTube. Sur le reste, c'est pas grave, mais sur YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager. C'est très important pour moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et avant ça même, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas, comme ça va s'afficher, les épisodes sont disponibles en audio sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes d'écoute. Donc si vous voulez écouter au lieu de regarder, n'hésitez surtout pas à y aller. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va se passer en deux parties. Aujourd'hui, on est là pour la partie 1. On va parler de SOPK et d'endométriose. Je vais laisser mon invité se présenter parce que c'est elle qui va nous en parler aujourd'hui. Et je vais lui poser quelques questions par rapport à ça. Et elle va nous raconter à peu près qu'elle a vécu avec. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Adassa Akwe, étudiante en médecine et présidente de l'association Love from Others. Je suis en 4e année à Euromed. Donc la première question que je vais te poser, c'est quoi l'endos? L'endométriose, c'est une pathologie où les tissus de l'utérus, communément appelés endomètres, se développent hors de la paroi de la cavité utérine et provoquent des douleurs intenses. En termes plus simples pour des gens qui n'ont pas fait de médecine ou qui ne sont pas familiers avec les termes que tu viens de dire. L'endomètre, Mhm. c'est une paroi Mhm. de l'utérus. Mhm. L'endomètre se déplace Mhm. hors de l'utérus et se développe hors de l'utérus, c'est-à-dire peut-être au niveau des ovaires ou dans le ventre, l'estomac, même parfois dans les poumons. Et il se développe comment? Il grossit et ça fait des règles à l'extérieur de l'utérus. Ok, d'accord. Comment tu as entendu parler de ça? J'ai entendu parler de l'endométriose parce que je suis une endogueule. Ok. J'ai la pathologie. Donc, j'étais à l'hôpital. Ça a commencé en 2021-2022. J'étais malade. J'avais des règles vraiment douloureuses, très douloureuses. Et à chaque fois que je partais à l'hôpital, les médecins me disaient c'est la même chose, on répète à tout le monde les règles douloureuses, c'est normal chez les filles. N'empêche que moi, mes règles douloureuses, c'était vraiment douloureux au point de m'handicaper à la maison. Et quand j'ai mes règles, c'est une douleur de 10 sur 10 à l'échelle. Ok. Donc, mes parents sont partis à l'hôpital avec moi. On a fait plusieurs traitements. Ils nous ont donné des médicaments qui ne passaient pas. Et je me retrouve à l'hôpital lorsque je commence à piquer des crises de convulsions. Je convulse, on m'envoie à l'hôpital, on me fait des examens, on me fait des échos. On ne trouve rien. À l'écho, on trouve que j'ai le SOPK, bon, maintenant le SMOP. On trouve que j'ai ça à l'écho, mais ça ne justifie pas les douleurs intenses au niveau de mon utérus et au niveau de mon bas-ventre qui descend jusqu'à mes pieds, qui me fait très très mal au point de ne même plus pouvoir m'arrêter sur mes jambes. Donc je vais faire une IRM pelvienne et on découvre là que j'ai l'endométriose et l'adénomiose. Ça a pris combien de temps entre le moment où tu as... parce que, bon, oui, comme tu dis, on a souvent l'habitude de dire que les règles douloureuses, c'est normal. Or, c'est pas normal du coup. Parce que dans la tête des gens, quand tu as tes règles, tu dois forcément avoir mal. Donc, voilà. Et en fait, combien de temps ça a pris entre le moment où tu t'es rendu compte que pour toi, c'était pas... ouais, les douleurs que toi, tu ressentais en tout cas, c'était anormal et le temps où ils se sont dit, ah, il faut vraiment qu'on se penche sur ton cas et découvrir que du coup, tu avais l'endométriose. Ça a pris 1 an, pratiquement 1 Ok. an. Parce que lorsque j'avais mes petites douleurs, je supportais, c'était quand même supportable. Jusqu'au moment où je commence à faire mes règles sur 1 mois entier. J'ai mes règles pendant 1 mois entier. Je deviens pâle ici à Dakar. Du coup, quand je rentre dans mon pays, je refais les mêmes symptômes. J'ai mes règles pendant, disons, 1 mois encore. Mes règles coulent pendant 1 mois. Et là, mes parents commencent à s'inquiéter pour dire que non, ça, c'est pas normal. Il faudrait qu'on parte à l'hôpital et voir ce qu'il se passe.
Ok, donc généralement les symptômes c'est quoi? Donc du coup pour l'endométriose, généralement les symptômes, je vais dire en parenthèse de base de l'endométriose. Les symptômes de l'endométriose, bon, je vais parler de mes symptômes que Ok, j'ai. ça diffère en fonction des gens. Oui, ça diffère, ça peut Ok. différer. Ça dépend de la localisation des cellules de l'endomètre. Donc, moi, comme ça, j'avais la nausée lors des règles et parfois des vomissements. J'avais la douleur au niveau du bas-ventre qui était très intense. J'avais des spasmes, c'est-à-dire j'avais les mains qui tremblent, les pieds qui tremblent et souvent des crises de convulsions. Et il y avait aussi les règles qui étaient vraiment longues. Il y avait des métrorragies en termes médicaux, des saignements hors règles, c'est-à-dire je continuais à saigner pendant longtemps. Et j'ai aussi eu l'endobélie. L'endobélie, c'est le ventre des femmes qui ont l'endométriose, c'est-à-dire lorsque tu as l'endométriose et que tu es peut-être dans ta période où tu dois faire des crises, il y a ton ventre qui double de volume, ton ventre se ballonne. Et là, on appelle ça l'endobélie. Il y a l'endobélie aussi qui est un symptôme. Ok. La dépression aussi est un symptôme de l'endobélie. Ok, comment toi tu as vécu ça en fait? Déjà, d'ailleurs, c'est arrivé déjà à quel âge? Depuis l'âge de... Je pense que depuis l'âge de 11 ans, j'avais déjà commencé à avoir le gynéco. J'avais commencé à avoir le gynéco pour les troubles hormonaux. Et là, je pense que c'était l'endométriose qui avait déjà commencé, mais on ne le savait vraiment pas vu qu'on n'avait pas encore poussé les examens loin. Donc, Toi, tu as vécu ça comment? Bon, là encore, à l'époque, tu étais encore enfin, dans ton pays, chez les parents. Et du coup, toi, aujourd'hui, comment tu vis ça, aujourd'hui, au quotidien? Enfin, comment ça affecte ton quotidien, vu que tu es étudiante, etc. il faut savoir que j'ai vraiment ressenti les crises d'endométriose d'une partie au Sénégal, loin de mes parents, et une autre partie près de mes parents. Quand ça a commencé ici, je commençais à saigner, mais je me disais que c'était normal. Et là, comme ça, j'ai commencé à être pâle. C'était un peu difficile parce que j'ai des cours à réviser, j'ai des compos, je dois valider, mais je ne me sens pas bien. Donc, ça m'a fait reprendre l'examen. Je suis partie en session sur toutes les matières. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'on a l'endométriose, on a des troubles hormonaux qui te fatiguent beaucoup. La dépression, l'insomnie. Donc, je suis souvent découragée de savoir que je suis la seule maladie dans un cadre où tout le monde se porte bien. À chaque fois, c'est moi qui suis malade. On a aussi l'incompréhension. L'incompréhension De la part de qui? de la part des autres. Enfin, tu as l'impression que personne ne te comprend. Tu as l'impression que personne ne te comprend. Et la douleur est tellement intense que lorsque tu es en crise d'endométriose, ces personnes-là qui te demandent de te calmer ne comprennent pas réellement ce que tu vis. Et ici à Dakar, j'ai une mauvaise expérience avec les gynécologues parce que ils n'ont pas su apaiser mes douleurs comme il le faut. Donc ça me mettait vraiment mal à l'aise d'aller même chez les gynécos. Jusqu'à présent, je déteste aller chez les gynécos, surtout à Dakar. Je déteste aller chez les gynécos à Dakar parce que nos douleurs sont banalisées. Les douleurs sont vraiment banalisées. Donc, on est mitigé entre douleur, tristesse, dépression. Et lorsqu'on est à côté des parents, on est un peu mal à l'aise parce qu'on se dit qu'on fait dépenser nos parents. Nos parents sont un peu embêtés, souvent ils sont inquiets et tout. Donc, on est quand même mal à l'aise. Mais, genre, tu as testé des gynécos hommes et femmes et c'était pareil? Ou bien juste les femmes? Ici à Dakar, oui, j'ai fait les deux. J'ai vu un homme et une femme. Et j'ai vraiment pas aimé l'expérience. Je suis désolée, mais ils étaient un peu... ils n'étaient pas ouverts. Vraiment, ils n'étaient pas ouverts. Et ils n'arrivaient pas à comprendre réellement. Quand tu es en face d'un médecin qui te comprend, avec qui tu es un peu plus à l'aise, c'est quand même bien. Mais quand le médecin est un peu radical et tout, tu peux pas t'ouvrir pour lui expliquer vraiment ce que tu ressens. Et lui, il banalise quand même Et ton ça, c'est dû à ressenti. quoi?
C'est dû à quoi, en fait, Que les- leur comportement envers... faut savoir que c'est une maladie très rare, donc il y a vraiment, c'est pas tout le monde qui a déjà eu une personne en face de lui qui a vraiment ces fortes douleurs-là. Donc je me dis souvent qu'ils ne savent pas se comporter avec des personnes qui souffrent ainsi. Et c'est pareil, souvent les femmes se plaignent chez des sages-femmes, pardon, des sages-femmes parce que ces sages-femmes-là ne comprennent pas vraiment la douleur qu'elles subissent lorsqu'elles partent accoucher, la douleur des contractions. Et c'est pareil avec nous lorsqu'on a l'endométriose. Rares sont les médecins qui prennent vraiment ton ressenti en compte. Vraiment rare. Ok, je vois. Et du coup, comment j'allais dire, est-ce que il y a un traitement ou des médicaments par rapport à ça? Déjà, même bien avant que tu ne répondes à ça, est-ce que entre le moment où tu l'as découvert, etc., et aujourd'hui, est-ce que ça, enfin, comment dire, tout ce qui est douleur, symptômes, etc., ça a augmenté ou ça a diminué, ou c'est la même chose? J'ai pas compris. Pardon. Je disais, Mhm. est-ce que entre le moment où, par exemple, par exemple, entre le moment où tu as découvert que tu avais l'endométriose, donc tous les symptômes qu'il y avait autour, c'est-à-dire la douleur, etc., le changement de corps, etc., du corps plutôt, etc., et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution dans le sens où tes douleurs ont diminué, ou il y a eu plutôt, genre, c'est devenu un peu plus intense, ou juste c'est la même chose depuis le début? Ouais, ok. Il y a une évolution parce que j'ai subi une opération chirurgicale en Ah, 2024. ok. Donc, il y a une évolution. Mais cette année, j'ai fait 2 crises. Sinon, en 2025, j'avais fait aucune crise après l'intervention. Quand tu dis crise, c'est-à-dire... La crise d'endométriose, c'est-à-dire la convulsion, la douleur intense, La convulsion. la convulsion, les crises Ah, convulsives, ok, à cause de la douleur ok, intense, les spasmes souvent. Donc, j'ai pas eu ça pendant 1 an. En 2025, j'ai pas eu de crise d'endométriose, j'ai pas eu d'endobélie, j'ai pas eu... Tout était ok. Mais cette année, j'ai eu 2 crises. Et puis, ok. Et pourquoi c'est revenu du coup? faut savoir que je prends plusieurs médicaments pour plusieurs Ah pathologies donc, différentes. ok. Mais donc du coup, ça veut dire que je vais te couper, pour l'endométriose, ça veut dire qu'il y a quand même des médicaments en fait. Non, il n'y a Ok, pas de médicaments. Par exemple, avant mon opération chirurgicale, ils m'ont mis sous hormones. J'étais sur injection. On me faisait une injection de corticoïdes et une injection pour avancer ma ménopause. Une ménopause artificielle pour éviter un temps mes règles. Parce que ce qui déclenche la douleur, souvent, c'est l'apparition des règles. donc en fait, l'idée c'était de faire en sorte que tu aies rapidement ta ménopause pour que tu n'aies plus tes règles. Voilà. Waouh, ok. Donc, une ménopause artificielle. Mais genre, quand tu dis ménopause artificielle, ça veut dire une ménopause qui peut après arrêter ou bien genre c'est irréversible? C'est réversible vu que Ok, actuellement j'ai mes règles. ok, Ça revient. Donc, on te met sur hormones pour favoriser, disons, pour limiter les règles. On t'empêche d'avoir tes règles. Mais il y a un changement de corps. C'est là le problème. Pour ceux qui me connaissaient avant, ils voient que j'ai grossi. Parce qu'avec la prise de corticoïdes, on grossit. Ça donne des vergetures. mhm. Aujourd'hui, j'ai voulu montrer quand même les vergetures que les médicaments m'ont données. Donc, quand tu prends ces médicaments-là, tu n'as plus tes règles. Tu n'as plus tes règles, tu n'as plus de douleur, littéralement. N'empêche que de temps en temps, il y a des petites douleurs, mais tu fais pas forcément des crises. Ok. Donc du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments, genre même pour apaiser les douleurs ou pour réduire tout ce qui est symptômes par rapport à l'endométriose. Le traitement de l'endométriose, je dirais, c'est un traitement symptomatique. Ok. C'est-à-dire, si tu as mal, tu prends des antidouleurs. Mm, Moi, par exemple, j'avais tellement mal que je ne tolérais plus le paracétamol. mm. Parce que tu avais l'habitude d'en prendre. Oui. Donc, les médecins qui ont eu à me dire, ouais, c'est des règles douloureuses, il faut prendre l'ibuprofène. Moi, je ne tolère plus l'ibuprofène. Je ne tolère plus le paracétamol. Quand j'ai mes douleurs, la codéine, tramadol.
Et lorsque je faisais mes crises d'endométriose, je suis passée au level de la morphine Ok, pour calmer les douleurs. ok, d'accord. Tout à l'heure, quand tu parlais euh, de diagnostic, etc., des examens, tu as aussi dit qu'ils ont trouvé le SOPK. Oui. Après, tu as aussi, enfin, avant ça même, précisé que, tu as précisé que ça avait changé de nom. Donc, du coup, c'est quoi le SOPK? C'est quoi le nouveau nom? Et aussi, troisième question, pourquoi ça a changé de nom? SOPK, c'est l'augmentation anormale des hormones androgènes chez la femme. Et En c'est français facile. les hormones de l'homme, Mhm. l'androgène, les hormones androgènes, sont retrouvées chez la femme, mais en quantité vraiment augmentée. Les hormones de l'homme sont retrouvées. Est-ce que, ah bon, ok, donc ça veut dire que de base, une femme a quand même des hormones d'homme D'hommes, à une certaine quantité, voilà, mais chez toi, c'est beaucoup plus. oui. Ok. Et vous allez remarquer que Non, attends, certaines... question. Est-ce que chez les hommes aussi, on a les hormones de femme ou pas? Oui, c'est Oh, vice-versa. d'accord. C'est vice-versa. Vous allez remarquer que souvent, il y a des femmes qui ont la barbe. Oui, Elles sont littéralement... Bon, elles ont littéralement le SOPK. oui, ça j'avais entendu ça, que généralement, quand une femme a de la barbe, c'est que il y a de fortes chances qu'elle a le SOPK. Voilà, parce que le SOPK, en fait, c'est un syndrome. Il regroupe plusieurs choses. Donc, la définition du sigle, c'est syndrome des ovaires polykystiques. Mais en 2026, ils ont trouvé que c'est pas un syndrome des ovaires polykystiques, en fait. C'est plutôt un syndrome métabolique des ovaires polyendocriniens. C'est-à-dire, ce sont les hormones en fait qui travaillent. C'est pas que les ovaires. Parce que quand ils nous disaient SOPK, c'était littéralement plus approché des ovaires. On te disait que c'était l'ovaire forcément Le problème, quoi. le problème. Pourtant, c'est pas que l'ovaire le problème. C'est métabolique. Vous allez voir qu'une femme qui a le SOPK, elle grossit. Elle a peut-être le diabète. Le SOPK développe le diabète chez d'autres femmes. Ok. Le SOPK, bon, le SMOP, maintenant, vous allez voir des femmes qui ont la barbe, des femmes qui ont beaucoup d'acné. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'acné. Vous allez voir des femmes qui ont des difficultés à maigrir. C'est pas intentionnellement, c'est métabolique. Ok. Et du coup, c'est quoi la... Enfin, Bon. Est-ce qu'il y a une forte probabilité qu'une personne qui a de l'endométriose ait le SOPK ou l'inverse? Bon, littéralement, Ou parfois, c'est juste un cas, je vais dire, un cas isolé. oui, c'est un cas isolé. Parce que il n'y a pas de... Corrélation. Il n'y a pas de... Oui, il n'y en a pas. C'est différent. L'endométriose, c'est l'endomètre. Le SOPK, c'est les ovaires. Donc, même si une femme qui a l'endométriose a le SOPK, ça ne sera jamais à cause de l'endomètre qui est bâti sur son ovaire. C'est deux choses différentes. Est-ce que est-ce qu'il y a des croyances, que ce soit sur l'endométriose ou les SOPK, est-ce qu'il y a des croyances que les gens disent beaucoup qui ne sont pas vraies, Oui, par exemple? on dit pas, on dit souvent qu'une femme qui a le SOPK ne peut pas faire d'enfant. Mhm. C'est pas vrai, c'est pas totalement vrai. On dit aussi qu'une femme qui a de l'endométriose ne peut pas. En fait, lorsque tu dis que tu as ces deux pathologies-là, on te demande automatiquement si tu as des enfants. Et nos médecins même nous disent souvent, faites des enfants le plus tôt possible. Il n'y a aucun rapport. Il y a des femmes qui ont l'endométriose qui ont des enfants. C'est, c'est pas forcément quelque chose qui est vrai, puis c'est pas, comment dirais-je, c'est pas une vérité absolue. Mhm. Le fait de ne pas avoir d'enfant lorsque tu as Mais l'endométriose ou le SOPK. est-ce que enfin, est-ce que c'est parce que chaque personne est différente ou bien c'est à cause de la maladie en elle-même? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est parce que enfin, que ce soit le SMOP ou comment on dit, l'endométriose, se développe différemment en fonction des gens, que ça fait en sorte qu'il y a certains qui peuvent avoir des enfants ou qui auront plus de facilité à avoir des enfants que d'autres. Bon, là, franchement, je me dis que non. Je me dis non. Parce que récemment, j'ai vu une fille qui avait l'endométriose et à l'utérus et aussi au poumon
qui a eu des enfants. Elle a eu ses enfants. Contrairement au SOPK, le SOPK, je vous ai dit que c'est hormonal. C'est un trouble de l'hormone. Du coup, si ils ont pu régulariser ton hormone, c'est simple, c'est facile pour toi de pouvoir avoir des enfants demain. En fait, c'est une idéologie qu'ils ont donnée. Mais lorsque l'idéologie te rentre en tête, ça devient un blocage, surtout pour les femmes. Donc, du coup, quand tu disais qu'il y avait, il y avait moyen de régulariser tout ce qui est hormones, c'est ce que tu as dit, Oui, si je ne oui. me trompe pas. Est-ce que c'est des traitements ou des traitements qui coûtent cher ou bien c'est assez accessible? Les traitements concernant l'endométriose et le SOPK, le traitement de l'SOPK, il est accessible à tous. Mais rares sont les femmes qui vont consulter lorsqu'elles ont quelques symptômes. Sinon, le traitement, il est assez accessible à tous et il est sur ordonnance. Donc, quand tu finis une consultation, qu'on te diagnostique cela, le médecin te donne ton traitement. Le traitement, bon, il est accessible. Il y a des traitements qui sont chers. Par exemple, moi, j'ai parlé de la prise d'injection. Mon injection tournait autour de 200 000. Une seule prise. Et tu dois faire combien de prises après? Je devais faire 2 prises. Ok. Donc là, comme ça c'est un traitement vraiment spécifique de l'endométriose. Là, ils sont arrivés au stade de me mettre sous ménopause artificielle parce que j'ai tardé quand même. Et je devais reprendre les cours, donc ils voulaient trouver une solution rapide. Sinon, les hormones, les pilules, parce qu'on prend des pilules, c'est quand même accessible. Pilules, quelles ont de pilules? Des pilules hormonales. Ok. C'est des pilules hormonales. Contraceptifs aussi, parce que lorsque tu prends ces pilules-là, c'est des contraceptifs quand même. Ok, bah du coup, tout ça, ça fait beaucoup changer le corps en fait. Oui, ça fait vraiment changer le corps. Les pilules, les médicaments de SOPK comme de l'endométriose, ce sont des hormones. Donc les hormones, ça joue un peu sur le physique, sur le mental. Justement, en parlant de mental, quel est le moment où tu t'es senti le plus faible émotionnellement par rapport à ça? C'était... Genre le moment où c'était vraiment difficile pour toi. C'était en 2024. Non, en 2023. J'étais sur le lit d'hôpital, je pensais que j'allais mourir. J'avais la douleur vraiment, je convulsais. J'avais ma langue qui voulait rentrer. C'était vraiment pénible. Et là, je me suis dit, j'abandonne. Mais attends, comment tu t'es retrouvé comment tu t'es retrouvé sur le lit d'hôpital? C'est-à-dire, tu faisais quoi d'abord? J'étais couchée à la maison. Faut savoir que j'ai pratiquement passé 1 mois à l'hôpital. Ici à Dakar? Non, en Côte d'Ivoire. Ok. Quand je suis rentrée des vacances, tout allait bien. J'ai commencé des stages dans une clinique de la place et tout. Et là, j'ai commencé à avoir des règles qui étaient vraiment longues. Les règles étaient longues et abondantes. Il faut savoir que les règles sont abondantes. Avec des gros caillots de sang à l'intérieur. C'est douloureux en fait. Donc, j'avais commencé à avoir mes règles. Donc, je me suis dit, 3 jours après, si mes règles passent, je retourne au stage. Et là, mon père a remarqué que ça faisait 1 semaine que je ne partais pas au stage. Donc, il m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, ah papa, j'ai mes règles ça fait 1 semaine. Il a dit, c'est pas normal, automatiquement, que ça fait 1 semaine que tu as tes règles. Je lui disais que souvent ça arrive. Souvent, une femme peut aller à 5 à 7 jours, 3 jours, en train d'avoir ses règles, il n'y a pas de problème. Donc, il remarque que ça fait 2 semaines. 2 semaines maintenant après, il m'interpelle. Il me dit, va à l'hôpital. Donc, je pars à l'hôpital, je me fais consulter. On voit, le médecin même, il a vu, parce que j'ai fait une échographie endopelvienne. C'est une échographie où on met la sonde dans le vagin de la femme pour pouvoir mieux regarder ses ovaires et tout. Et lorsque je retirais ma protection, le médecin, il a vu le sang qui coulait. Il a vraiment vu les caillots, ça l'a interpellé. Donc il m'a demandé de prendre quelques médicaments. Et c'est là qu'il a dit, effectivement, tu as le SOPK. Parce que tes ovaires ont doublé de volume. Donc j'ai dit ok. Et puis c'est comme ça que
Tu t'es retrouvé à l'hôpital? Je me retrouve à l'hôpital pour calmer les douleurs parce que ça faisait mal. Je calmais les douleurs à l'hôpital, je prenais Acupan, on me mettait Traba souvent, paracétamol et tout. Et un jour, je rentre à la maison, je suis en pleine conversation avec un ami à moi et je m'effondre. Je m'effondre, il me ramène à l'hôpital. Je fais une crise de convulsion sur le lit d'hôpital. On me garde à l'hôpital. C'est là le début du calvaire. Je pense que vous avez vu quelques vidéos sur le compte où je partais en ambulance. J'étais dans les ambulances et tout. C'est là que le calvaire a commencé. Et du coup, tu te sentais comment? Découragée, mal. C'était vraiment mal en fait. C'est un truc en fait, faut vivre, faut croire. J'étais vraiment déboussolée. Je voyais comment les parents étaient vraiment inquiets. Enfin, vers la fin, ce sont mes parents qui m'ont boosté. Mon père qui me disait, tu es mon aîné, te voir coucher sur le lit de l'hôpital, ça me fait vraiment de la peine. N'abandonne pas le combat, continue. Continue le combat et puis voilà. Ma mère aussi, elle était toujours à mon chevet. Elle me disait de ne pas abandonner, de continuer à me battre contre cette maladie-là. Et puis... Ok, c'est bien. Est-ce qu'il y a eu un moment où... Enfin, après ça, est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que les gens, que ce soit l'entourage ou une personne en particulier, a vraiment minimisé, que ce soit tes douleurs ou ce que tu as? Oui. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué? Oui. Oui. Il faut savoir que je fais la médecine, donc étudiante. Voir une personne malade, il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment une bonne mentalité, qui se disent, tu es médecin et puis tu tombes malade. Mais en fait, oui, pour nous, je me mets dedans parce que pour moi, tu es médecin, tu ne peux pas tomber malade. Tu vois? Mais bon, bref, je comprends, ouais. Tu es médecin et puis tu tombes malade. Il faut savoir que les médecins sont des êtres humains comme tout le monde. Il y a des médecins qui ont même le cancer. Il y a des médecins qui ont plusieurs pathologies. En fait, nous sommes des êtres humains qui ont juste choisi de sauver les personnes, c'est tout. Donc, je me retrouve à l'église parce que je faisais souvent des crises à l'église. J'étais à l'église et là, je suis en train de vomir, trembloter. La crise commence, je commence à crier, me tord de douleur. Et il y a un fidèle de l'église qui me trouve... On entend ça dans le... Ok. Il y a un fidèle de l'église qui me trouve et qui me dit, c'est quel genre de médecin qui tombe malade seulement? Que, aïe, tu es bizarre. Pourquoi tu fais la médecine et puis tu tombes malade? Donc, littéralement, je suis souffrante. Tu vois que je suis en train de souffrir. Cette phrase-là n'est pas la bienvenue dans ce moment où je suis en train de... Est-ce que tu penses qu'il t'a dit ça pour te piquer ou il a dit ça juste pour blaguer? Bon, après, avec du recul, je me disais qu'il disait ça pour blaguer parce que c'est quelqu'un qui blague. Mais c'était pas arrivé au bon moment, en fait. Justement, pas au bon moment. Il faut savoir que je fais face à ce genre de critique-là pratiquement tout le temps. Mais pas dans ton milieu. Pas dans mon milieu. Okay. Pas dans mon milieu. C'est quel genre de métier qui tombe malade? Oh, tu as trop grossi. Oh, tu as un gros ventre. Oh, tu es trop maigre. Ce sont des critiques qui vraiment... Qu'est-ce qui t'aide à tenir pendant ces périodes? C'est Dieu. C'est vraiment Dieu. La prière. Et puis, mon père et ma mère, ma famille, et puis mes amis. Mes amis surtout. Tes amis comprennent ce que tu as? Oui. Comment ils font pour tenir dans cette époque? Ils me ramènent à l'hôpital à chaque fois que je tombe. Ok. Ils sont toujours à mes petits soins lors des crises. Ils me montrent vraiment leur amour. Ok. Et aujourd'hui, niveau relation amoureuse, comment ça se passe par rapport à ça? Oh, ça se passe quand même bien. Genre, ton partenaire arrive à comprendre ce que tu as? Oui. Il arrive à t'aider, en fait, t'aider. Oui, bon, en fait, tu as compris ma question. Beaucoup, ils m'aident beaucoup. Ils me donnent des astuces. Ils m'aident vraiment beaucoup. Beaucoup. Ils me boostent parce que souvent le mental est bas. Ils me boostent. Ils m'aident quand même à perdre du poids parce que ça fait partie de mon traitement. Ils m'aident à suivre mon régime. Ils m'aident à aller... Bon, souvent quand tu es découragé, il est là, il te booste et tout. Il est vraiment là. Ok. Et au sujet de la fertilité, est-ce que c'est un sujet qui t'a inquiété à un moment donné? Oh oui,
ça continue de m'inquiéter. Faut savoir que j'aime beaucoup les enfants. J'aime vraiment beaucoup les enfants. Donc, lorsqu'on m'a diagnostiqué ces 2 pathologies, bon, une troisième, l'adénomiose, qui est la sœur de l'endométriose. Lorsqu'on m'a diagnostiqué ces 3 pathologies, ma première réaction, c'était d'aller voir si je pouvais faire des enfants. Ok. Et après, je suis arrivée à ce moment-là où les médecins m'ont demandé même de tomber enceinte rapidement. Et je pense que mes parents étaient d'accord. Parce que c'était ma santé. Ils m'ont dit, il faudrait qu'elle tombe enceinte rapidement. Mais après, avec le temps, j'ai pu comprendre que je vais avoir des enfants. Et plein d'enfants. Amen. Comment je t'ai découvert par rapport à ta vidéo? Pourquoi tu as décidé de t'en parler, de publier ça? Parce que même après ta vidéo, je pense que tu as voulu refaire quelques vidéos par rapport à ça, pour éduquer les gens par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à publier ça, cette vidéo? J'ai remarqué que de nombreuses femmes souffrent, mais elles souffrent en silence. C'est une pathologie qui est actuellement qui est en train d'être connue, mais dans le temps était vraiment... On n'entendait pas parler de ça. J'ai décidé à mon tour d'aider ces sœurs-là qui sont dans les mêmes difficultés que moi. Les comprendre, ne pas les juger, les soutenir émotionnellement. Tout ce que j'ai pas pu avoir immédiatement lorsque j'ai découvert cette pathologie, je voulais apporter ça à ces femmes-là et faire de ça une sensibilisation. Jusqu'à preuve du contraire, il y a des femmes qui conçoivent le fait d'avoir des règles douloureuses. Et c'est pas normal. Arrivé à un certain seuil de douleur, tu vois que ton corps te dit « je ne tiens pas ». Tu ne forces pas. La douleur des règles due aux contractions n'est pas forte. Tu te sens mal parce que c'est un changement hormonal. Mais il y a des douleurs que tu vois qui sont handicapantes au point de vomir, avoir la nausée, la fièvre. Ce sont des signes d'alarme que tu dois consulter. Il y a des filles qui se disent « je ne vois pas mes règles, c'est un bon signe ». Ce n'est pas un bon signe. Le corps humain nous donne toujours des signaux. Toujours des signaux. Ok. Si tu pouvais parler à la version de toi, petite, qui venait, enfin petite, oui, qui venait d'être diagnostiquée ou qui venait d'apprendre qu'elle avait le SMOP, SOMP, SMOP. ok, et l'endométriose, qu'est-ce que tu lui dirais? Je viens à peine de découvrir que j'ai la pathologie. Quand tu retournes dans le passé, tu te revois. Tu as du chemin à faire, ma chérie. Tu as du chemin à faire. Et c'est bon, tu es courageuse. Franchement, je suis courageuse. Quel regard tu te portes sur toi aujourd'hui, que ce soit par rapport à ton corps ou par rapport à ta mentalité? Je complexe un peu quand même. Je complexe de temps en temps. Il y a des pics hormonaux, souvent, qui montent. Du coup, je complexe. Je me dis, oh, c'est quoi tous ces boutons? Je me sens pas à l'aise dans ma peau. Je suis trop grosse. J'ai des vergetures. J'ai des taches. Il faut savoir qu'avec la prise de corticoïdes, on a tendance à classer. Donc, je suis face à des critiques. Des personnes qui ne comprennent pas réellement ce que je subis et qui portent un jugement qui n'a pas sa place vis-à-vis de moi. Tu as un gros ventre, j'ai pas décidé d'avoir le gros ventre. J'ai l'endométriose, j'ai l'endobélie. J'ai un gros ventre, c'est parce que j'ai l'endométriose. J'ai l'endobélie, j'ai des boutons, j'ai le SMOP. C'est pas volontiers. Qui décide aujourd'hui d'avoir des boutons sur le visage? Personne. J'ai des vergetures, j'ai pas pris une lame pour me déchirer. Je suis un traitement qui est vraiment difficile. Alors, si vous ne voulez pas m'aider, veuillez me dépasser avec ces méchants commentaires. Ces commentaires-là nous font perdre confiance en nous et ça nous déstabilise. Ok, on est arrivé à la fin. Je vais te poser une dernière question. C'est pas une dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à dire, que ce soit aux femmes qui nous écoutent ou que ce soit même aux hommes qui nous écoutent? Si tu as quelque chose de très important que tu as envie de partager ou quelque chose vraiment que tu aimerais que ça change
Que ce soit peu importe, que ce soit par rapport à la maladie ou peu importe. Vas-y. Je dirais aux femmes, de ne pas négliger leur corps, de ne pas négliger tous les signes que le corps humain leur envoie. Si vous avez quelques petits bobos, n'ayez pas peur d'aller à l'hôpital consulter. N'ayez pas peur. Souvent, vous pouvez vous trouver en face des médecins qui sont vraiment, peut-être, comme dans mon cas, qui ne sont pas tolérants, mais battez-vous pour sauver votre peau. Je dirais aussi aux hommes de soutenir leurs chéris, leurs femmes, de leur apporter énormément de soutien, que ce soit émotionnel, spirituel et physique. Ok, donc je pense que tout à l'heure, pendant l'intro, tu avais parlé de ton association, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà c'est quoi ton association, quelles sont les actions que vous menez, etc. Mon association, c'est une association de jeunes étudiants de plusieurs nationalités, de plusieurs filières. Nous luttons contre la précarité sanitaire. Ok. Nous apportons des soins gratuitement aux populations et nous leur donnons des vivres lorsque nous passons dans les localités. On fait ça en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ok. Ici à Dakar, on a fait la distribution de la nourriture lors du mois de Carême et nous apportons aussi aux orphelins. Ok, d'accord. Ça, c'est par rapport aux actions que vous avez menées. Est-ce que vous avez quelque chose, comment les gens peuvent vous aider ou participer à vos activités, etc. Nous avons une activité qui se fera en Côte d'Ivoire, mais vous pouvez participer. Nous avons des liens de paiement disponibles et nos tickets sont disponibles aussi physiquement comme en ligne. Donc, vous passez la commande ou vous envoyez un livre ou vous payez sur Ticketama ou vous nous envoyez l'argent aussi via Wave, Orange Money, PayPal. Les tickets vont servir à quoi? D'abord, les tickets sont à combien? Les tickets sont à 1000 francs. Ok, ça sert à quoi? Si on paye un ticket, on a droit à quoi? Ou bien, qu'est-ce que ça va? Ouais. On a appelé nos tickets solidaires. Ok. Un ticket acheté égale à un kit de vivres offert Ok. à la population. Tes 1000 francs peuvent servir à acheter de l'eau ou de l'huile ou encore du riz pour une famille. Bon, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et comme je vous ai dit, ça sera en 2 parties. Là, on a eu la première partie qui était un peu une sorte de témoignage, un peu aussi une introduction à la chose, que ce soit au SOMP, ça, et à l'endométriose. Là, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. J'ai fait ma part de la chose. La deuxième partie va arriver bientôt, où on va aller un peu plus en profondeur. Et j'espère quand même que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des réponses. J'espère que pour celles qui trouvent que leurs douleurs pendant les règles sont normales, vous avez compris qu'il faut quand même aller consulter quand vous voyez que c'est trop bizarre. Et pour les autres aussi qui jugent les autres que vous ne connaissez pas ou que vous voyez comme ça, vous voyez qu'il y a des gens qui mènent des combats dont vous n'avez aucune idée. Donc soyez indulgents envers les autres, soyez indulgents aussi envers vous-même. Soyez indulgents envers vous-même. Et n'oubliez pas une chose, c'est que si vous avez quelque chose, quand vous traversez une épreuve, si vous croyez en Dieu, vous devez savoir que Dieu ne va jamais vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter. Jamais. S'il vous donne quelque chose, c'est parce que vous pouvez surmonter ça. Et vous allez le faire. Donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un like, à vous abonner. C'est très important. Abonnez-vous sur YouTube. L'épisode est disponible au complet sur Spotify, Apple Podcast, sur toutes les autres plateformes d'écoute. D'ici là, on se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Peace. Remets du
du bissap dans mon verre.